bienvenue sur Open, une série de podcasts autour de la sexualité, des témoignages pour nous inspirer, nous faire réfléchir. Nous sommes Saya Origine et très bonne écoute. Aujourd'hui, nous recevons donc Eulalie. Bonjour Eulalie. Bonjour. Bienvenue. Alors on va attaquer direct avec toi Eulalie. Et tu vas nous raconter toute ta vie, tout ton parcours, toutes tes découvertes, tout ça. Déjà, est-ce que tu veux nous mettre un petit contexte sur l'âge que tu as, qui tu es, tes enfants, tout ça? Alors, j'ai 33 ans, je suis en couple depuis plus de 15 ans, j'ai 2 enfants. Et je vais pas vous raconter toute ma vie sexuelle, je vais seulement vous raconter les passages les plus truculents parce que sinon votre podcast va durer environ 1000 ans. Mais voilà, ce que j'avais d'intéressant à raconter, c'est qu'après la naissance de mes enfants, j'ai eu, comme beaucoup de femmes, et même si pour chaque femme c'est un chemin différent, j'ai eu une baisse de libido avec juste plus envie de faire l'amour avec mon conjoint. Parce que, pour moi, parce que j'avais tout mon amour qui était concentré sur mes enfants, qui sont en plus rapprochés. D'accord. T'avais quel âge à ce moment-là ? 28 ans, D'accord. J'ai eu le premier à 28, le deuxième à 30 ans, donc bon, ce que je considère comme rapproché. Quand on élève 2 enfants à 2 ans d'écart, comme moi j'ai essayé de les élever... Ça pourrait être un autre podcast sur autre chose que la sexualité. Sur la maternité, il y a aussi beaucoup à dire. Mais voilà, en tout cas, j'avais tout mon amour qui était pour mes enfants, donc beaucoup moins de disponibilité affective pour mon mari. Et aussi, même au niveau corporel, sensuel, moi, j'ai beaucoup allaité, j'ai adoré ça. Et en fait, le contact peau à peau de mes enfants me suffisait. Et quand on passe 5 ou 6 heures avec un bébé dans les bras, quand on peut enfin dormir, on veut dormir. Donc c'est vrai qu'on a eu un moment un peu difficile comme ça. C'était pas que sexuel non plus, notre éloignement en fait à mon mari et à moi, c'était aussi un peu plus global. Enfin, j'étais psychiquement complètement absorbée par mes enfants. Et donc du coup, j'avais moins de choses à lui raconter. On était beaucoup moins sur la même longueur d'onde. Et j'en souffrais malgré tout parce qu'on avait toujours eu une sexualité assez épanouie. J'ai toujours été, je considère, très, très énergétique. Et je me disais, je souffrais pour moi de me dire, je me prive quand même d'une source de plaisir. À ce moment-là, je me disais, si ça se trouve, ça va jamais revenir. Quand on est jeune mère, il y a tellement de choses qui disparaissent tout d'un coup dans la liberté de sortir, d'explorer, de parler. Et des fois, ils nous laissent même pas parler, les gosses, ils sont terribles. Lui aussi en souffrait, du coup, j'imagine. Et en fait, je me disais, lui aussi, il doit souffrir de cet éloignement et puis de cette vie, de notre vie sexuelle qui était bien plus pauvre. Et à ce moment-là, j'ai eu vraiment l'idée de génie. Je me suis dit, mais écoute, moi, ce que je veux, c'est que tu sois heureux. Écoute, si à un moment, je ne peux pas répondre à tes besoins et que tu as des opportunités, franchement, saisis-les parce que, moi, je pense que ça ne me retirera rien et qu'on se retrouvera de la même manière quand nous serons prêts tous les deux à nous retrouver. Et à ce moment-là, je pense qu'il a dû se dire oui pour me faire plaisir. Et il a dit oui, d'accord, j'entends, voilà. Donc après, j'ai rien su parce que la règle qu'on s'était mise, par contre, c'était je ne veux pas savoir et tu vis ta vie, mais voilà, on ne se le dit pas pour quand même, malgré tout, ne pas me faire souffrir. Mais c'était dit que dans un sens. C'était dit que dans le sens où lui pouvait aller voir d'autres gens. Oui, alors je suis quand même une maline parce que j'ai un peu aussi des idées égalitaires, donc je veux dire, si je lui autorise quelque chose, c'est pour m'autoriser la même chose. Mais tu l'avais dit ou pas? Alors ça, justement, on en a reparlé plus tard et lui ne se rappelait pas que ça allait dans les deux sens. C'est curieux, n'est-ce pas? Donc moi, je pense que j'en avais parlé dans les deux sens, mais surprenamment, il avait retenu que dans le sens qui l'intéressait. Mais bon, en tout cas, voilà, c'était il y a 2 ans, ça. Et ma libido est revenue avec un grand soulagement, un grand bonheur. Tout ça c'est très récent, mais en fait en décembre, janvier, il y avait la montée d'angoisse qui montait là de Covid. On voyait dans les médias ce qui arrivait. Et en fait, moi, je suis très sensible aux énergies ambiantes. Et en fait, moi, ça m'a donné des angoisses de mort terribles. C'est-à-dire que j'ai eu des idées de... si ça se trouve, le monde va changer. D'ailleurs, je trouve que le monde a changé. Et je vais peut-être mourir. On va peut-être tous mourir. Donc, en fait, moi, je veux vivre. En fait, Donc j'ai eu comme ça des montées pulsionnelles terribles qui faisaient que je me mettais à désirer peut-être tout ce que je n'avais pas désiré pendant les 4 ans de baisse de libido à la suite de mes maternités.
Et c'était terrible, quoi. Enfin, je regardais les gens dans le RER et dans le métro, et je me disais, lui, ouais, je pourrais faire ça avec lui. Oh là là, lui, il est pas mal. Elle aussi, elle est vachement bien quand même. Oh là là, les deux là ensemble, et moi au milieu. Oh là là. Enfin, bon, et là, je me suis dit, bon, ça va pas du tout. Alors, ça t'était jamais arrivé, ça? Non, pas à ce moment-là. Ah bah non, pas à ce moment-là. C'est ça que tu te surprenais, quoi. Non, oui. Mais du coup, ta libido, donc elle est revenue après cette discussion? Non, on a eu cette discussion pendant que j'étais en baisse de libido. Ouais. C'était il y a 2 ans. Et 2 ans après, voilà, pour une autre raison, à ce moment-là, ma libido était revenue. C'était formidable avec mon mari, on s'était à nouveau retrouvés. Vous n'étiez pas encore allé voir du... Non. Ouais, okay. Non, justement, je raconte le moment où... voilà. Et en fait, j'ai un très bon ami avec qui je parle beaucoup de ma sexualité, parce qu'il y a aussi autre chose que je pourrais raconter, c'est que moi, dans mon parcours sexuel personnel, donc j'ai rencontré mon mari très jeune, et donc ma sexualité, en fait, elle est liée à lui. J'avais eu quelques partenaires avant, mais ils étaient moins bons que mon mari, donc j'ai la chance d'avoir un très bon mari aussi, faut le savoir. J'aime beaucoup ce qu'il me fait, mais il a une sexualité que je qualifie de très patriarcale, c'est-à-dire centrée sur le coït. Bon, il veut bien faire ce que lui appelle des préliminaires, ce qui pour moi ne sont pas des préliminaires, puisque en fait la sexualité, il n'y a pas de raison de dire que des caresses, des cunis, c'est des préliminaires. Non, c'est des pratiques sexuelles, parce que si on appelle ça des préliminaires, ça veut dire que le coït c'est le plat principal, alors que pour moi ça ne l'est pas. Mais voilà, lui, ce qu'il aime, c'est le coït. Voilà. Donc, il veut bien faire 2-3 petits trucs pour me faire plaisir. Mais voilà, après, très rapidement, j'ai compris que ce qui l'intéressait, c'est ce qui venait. Qu'il fait très bien, donc je ne lui reproche pas. J'en suis très heureuse. On a un style très acrobatique, donc on ne s'ennuie pas, même au bout de 15 ans. Mais j'avais quand même envie de... Ah oui, non, ce que je racontais, c'est que seule, je m'étais très très peu explorée. J'ai pas eu de besoin, en fait. Quand on est... en fait, je suis avec lui depuis que j'ai 16 ans et demi. Ah ouais. Donc, avant, j'ai dû me toucher un petit peu, mais... j'étais peut-être pas très douée, tout simplement. Et puis, après, quand j'ai eu envie d'avoir du plaisir sexuel, j'allais voir mon mari, qui est toujours très disponible. Et donc, je me suis très peu explorée. Je peux me masturber très gentiment. En fait, moi, j'ai cru que je me masturbais pas. Après, j'ai compris qu'en fait, je passe beaucoup de temps à me masturber, mais des choses très, très discrètes. Hein. Vous voyez, on peut qualifier ça de la masturbation, en fait, quand on se serre un petit peu, quand on se frotte un petit peu. Bon, voilà, je fais des choses comme ça. Mais voilà, me consacrer du temps comme certaines femmes le font. Moi, je suis très admirative des femmes qui l'ont fait, parce que moi, ça, je l'ai pas fait. Tu dirais que t'as pas créé de relation sexuelle avec toi-même, finalement? Oui, par exemple, oui. Et concrètement, je n'ai jamais d'orgasme... Enfin, je n'avais jamais eu d'orgasme seule. Alors que j'ai un fort pouvoir orgasmique avec mes partenaires. Ce que j'ai découvert après. Enfin, ce que j'avais déjà commencé à découvrir avec mon mari. Donc, je ne me touchais pas et j'en parlais à cette excellente amie. Je disais, mais tu te rends compte quand même, moi quand je me touche, j'ai pas d'orgasme alors que j'en ai avec mon mari, c'est quand même bizarre. Alors lui, il me disait des choses comme, peut-être tu t'aimes pas assez, donc non, faut vraiment que tu t'explores parce que ça fait partie de l'épanouissement personnel, de justement s'explorer, et plus tu vas te donner toi-même du plaisir, plus tu vas t'aimer toi-même. Bon, alors comme je trouve intéressant l'idée de s'aimer soi-même, ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa comme concept. On va essayer ça. Hein? Non, puis moi j'aime l'amour, hein, donc et c'est vrai que plus on s'aime soi, plus on est capable d'aimer les autres. Donc je me suis dit, oui, globalement, faut que je m'aime mieux. Bon, alors, si ça peut passer par me donner des orgasmes, faut vraiment que j'essaye. Ça a l'air vraiment doublement intéressant comme concept. Bon, ça n'a pas été très très concluant, mais je continue à lui en parler. Et donc j'ai cette augmentation de libido terrible en décembre-janvier. J'en parle à ce copain, là je lui dis, non mais tu te rends compte? Alors moi, je ne me satisfais toujours pas toute seule. Par contre, je passe mon temps à désirer tout le monde. Bon, ça fait tilt. Je me suis dit, mais au fait, il y a 2 ans... avec mon mari dans la baignoire. En fait, mon mari m'avait bien dit que j'avais le droit. Putain, qu'est-ce qu'on s'emmerde. Allons-y, si tu sais comment faire jouer une femme avec ses doigts, montre-moi. Bon, voilà, et c'est parti comme ça. Donc j'ai couché avec cet ami, mon pote. Ah ouais. Voilà, bon, qui lui avait très faim aussi pour sa raison à lui aussi. C'est beau l'amitié, ce soutien. Ah mais c'est formidable, hein, l'amour, l'amitié, c'est génial. C'est une très bonne idée d'être non exclusif pour ça. Et donc voilà comment j'ai eu mon premier amant, qui est en fait un très bon ami. Donc ça, sans en parler à ton mari, du coup? Non, mais en même temps, j'avais le droit, donc j'avais pas spécialement... Et le concept, c'est, on ne doit pas savoir. Ouais.
Ce qui n'est pas évident comme concept, parce que concrètement, ça veut dire je dois me cacher. Donc si je dois me cacher, c'est aussi pas très honnête non plus. Donc enfin voilà. Ouais. Mais si je lui dis quelque chose, je romps le contrat. Donc c'est un piège en fait ce contrat. Mais bon, c'est un processus, donc on y travaille. Après il y a le confinement. Donc c'est quand même beaucoup moins pratique de voir l'ami qui pourtant j'aime beaucoup ce qu'il me fait. Donc à ce moment-là, ça devient un truc régulier directement avec ce mec-là, cet ami. Bah régulier, oui, voilà. Quand c'est bien, on y retourne. Donc, et alors, chose très intéressante, c'est qu'il ne me fait absolument pas les mêmes choses que me fait mon mari. Et c'est ça qui est génial. Parce que j'ai redécouvert, effectivement, plaisir différent, le plaisir, le désir aussi. On ne désire pas les mêmes choses en fonction de la personne qui est en face de nous, parce que, après, je sais pas si en tout cas, moi, je sais que mon désir, il est lié au désir de l'autre, parce que ce qui va vibrer ensemble, c'est ça qui va être excitant, en fait. Donc le confinement. Donc après plus confinement. l'ami. En plus, lui a l'excellente mauvaise idée de se trouver une nana à ce moment-là. Alors, voilà, donc... En fait, je suis tombée amoureuse de cette amie, parce que moi, j'ai du mal à dissocier sexualité et amour. Et là, en plus, c'était un ami. Donc, il n'y a qu'un pas, en fait, à franchir. Donc, moi, je voulais qu'il soit heureux. Donc, quand il me dit « Oui, j'ai trouvé une nana », et je tente le tout pour le tout, parce que de toute façon, je ne vais pas pouvoir la voir pendant le temps du confinement. Donc, je lui dis « Mais évidemment, vas-y !» Et donc, ça marche. Ils se mettent ensemble. Ils vont même passer le confinement ensemble. Donc... à ce moment-là, mon cœur se brise, parce que d'un côté, je suis hyper heureuse pour lui, parce que je veux son bonheur. Mais d'un autre côté, lui, il n'est pas non exclusif. Lui, il est un romantique. Ouais. Et il me dit, mais non, par contre, je me mets avec elle, donc on est obligés d'arrêter tous les deux. Oh, ma merde alors non, pas juste, pas sympa. Alors, j'ai accepté, déjà parce que c'était le confinement, donc j'avais pas trop le choix. Et puis en plus, parce que je l'aime beaucoup, donc je veux pas le faire souffrir. Donc j'ai dit, bon, d'accord, ok. Bon, donc j'ai écouté du Francis Cabrel pendant... Non, c'est des mises... non, c'est que laquelle que j'ai écouté, c'est... Parce qu'on ne sera jamais plus les deux. Voilà. T'as fait une rupture là. Mais oui. Ah oui. Mais oui. Sachant que ça remet rien en question sur l'amour de ton mari à ce moment-là. Mais non, mais c'est ça qui est formidable en fait. C'est-à-dire que plus... moi, je pense vraiment qu'on peut aimer plusieurs personnes. Et je crois même que plus on aime, plus on aime. C'est-à-dire que quand ce premier amant, j'étais heureuse avec lui, je rentrais, j'étais encore plus heureuse, et donc j'étais encore plus disponible à l'amour, et donc j'étais encore plus amoureuse de mon mari. Est-ce que tu dirais que c'est des amours différents ? Mais je pense que de toute façon... Oui. Parce que, de toute façon, je pense que chaque amour est original. Et le plus bel exemple, je trouve, c'est avec ses enfants. Pour en avoir deux, je les aime énormément tous les deux, mes deux enfants, mais je ne les aime pas de la même manière, puisqu'ils sont différents. Ils ne font pas vibrer la même chose chez moi. Je ne me reconnais pas de la même manière chez les deux. Il y a des trucs qui m'agacent chez l'un, qui m'agacent chez l'autre. En fait, ce qui m'agace le plus chez mes enfants, c'est ce que je reconnais de moi. Et je me dis, putain, j'aurais refourgué ça. Bon, et donc on aime, comme on peut aimer deux enfants d'une manière différente et pourtant très intense, et c'est pareil en fait avec les hommes, c'est pareil avec nos amis. Enfin moi, alors il y en a qui ont leur meilleur ami, machin. Bon, moi, j'ai plusieurs amis, je les aime tous beaucoup, j'essaye pas de les numéroter, de leur donner un ordre, ça évolue, ça change dans le temps, mais il me viendrait pas à l'idée de dire, non, maintenant, je ne prends qu'un seul ami. J'ai droit qu'à un seul ami, je parle qu'avec un, je n'échange qu'avec un. Bon, alors si... Il y aurait le Tinder des amis, tu sais, après tu serais là comme ça, discrètement en train d'aller chercher des amis. Non, mais vous imaginez l'exclusivité amicale, le cauchemar que ce serait ? Ça n'a pas de sens. Ben non. Oui. Alors pourquoi on a inventé le cauchemar de l'exclusivité amoureuse ? Pourquoi ? Moi je vais vous le dire, parce que j'ai réfléchi. On a inventé ça pour être sûr que les femmes ne porteraient pas des bâtards. Et que les enfants qu'elles élèveraient seraient bien celui de leur mari, de l'homme qui leur ramène le gibier. Et donc, c'était très, très intelligent à une époque où... je ne sais pas si c'était très intelligent, mais en tout cas, ils ont trouvé ça très intelligent dans l'histoire des sociétés. Disons que quand on dépendait des hommes, c'était différent. Là, on ne dépend plus des hommes. Voilà, et surtout on a la contraception, donc a priori on peut surtout contrôler quand est-ce qu'on va mettre des capotes et quand est-ce qu'on va pas en mettre, même si il y a des accidents qui arrivent, mais c'est bon. Moi je suis quand même contente d'avoir commencé ça après avoir mes enfants, je me suis fait poser un stérilet juste tranquille, bon. Mais bon, voilà, je sais pas ce que j'aurais dit si c'était arrivé plus tôt, mais bon, moi je suis quand même contente. Mais... Pourquoi maintenant on n'évolue pas tous vers on arrête les conneries maintenant et on s'aime?
Bon, ça c'est la conclusion, mais bon. Non, parce que moi, par exemple, pour l'instant, je me suis jamais sentie attirée par ça. Je pense que c'est ça aussi, c'est qu'à un moment donné, toi, t'as suivi une envie qui t'est arrivée, où tu te retrouves dans le RER à vouloir choper tout le monde, quoi. Donc c'est suivre ce truc-là, quoi. Ah oui, non, mais je dis pas que tout le monde doit choper tout le monde dans tous les RER, hein, c'est pas du tout ce que je dis. On peut faire un truc sympa du RER aussi, hein. C'est un peu chier dans le RER. Oui, oui. Bon, c'est pas ça le concept. Est-ce que nos envies, elles sont pas un peu aussi influencées par notre conditionnement ? Certainement. Enfin, si, d'une certaine manière, mais jusqu'où ? Alors, aussi, ça me fait penser que, en fait, il faut dissocier le mariage, l'engagement à créer un foyer et les expériences amoureuses. Bien sûr. Ouais. Parce que, donc, après, j'ai lu des choses sur le polyamour. Alors, on appelle ça, il y en a qui appellent ça le couple socle. En fait, on peut avoir envie de créer ce qu'on appelle un couple socle, donc ce que moi j'ai construit avec mon mari et mes enfants. Et là, par contre, oui, c'est quand même une bonne idée, l'exclusivité, parce que... je trouve que c'est une bonne idée parce que ça prend du temps de construire un foyer. Les enfants ont besoin de temps. Donc, c'est bien qu'il y ait une forme de loyauté et du temps accordé. Voilà, pour pouvoir construire ce foyer-là. Mais en fait, de la même manière qu'une femme qui a des enfants et un mari sort pour retrouver ses amis, en fait, elle peut aussi sortir pour retrouver d'autres personnes amoureuses. Et après, même ce modèle-là, en fait, il est peut-être amené à évoluer. Après tout, on peut aussi vouloir des enfants avec 2 hommes, par exemple, ou alors qu'un homme puisse avoir... et si tout le monde est d'accord, ça pourrait se fabriquer aussi des foyers à plusieurs personnes. Il y a même des communautés qui pourraient exister, parce que des enfants, actuellement, on se dit qu'ils sont bien quand ils sont élevés par 2 parents. Mais déjà, c'est de moins en moins le schéma classique, parce qu'avec les familles recomposées et les familles monoparentales, c'est de moins en moins ce qui se produit. Et puis c'est pas dans tous les pays, hein. Il y a des pays où c'est beaucoup plus exactement. Élevé par toute la famille, voire par tout le village. Voilà. Mais oui, tout à fait. C'est chez nous. Hein. Donc en fait, il y a plein de modèles qui peuvent être construits. Effectivement, je pense que le modèle de un papa, une maman qui s'aiment très fort toute la vie et des enfants, c'est un peu ce qu'on nous vend dans tous les contes de fées et et dans pas mal de... Il y a très peu de films qui parlent du polyamour de manière décomplexée ou alors c'est le sujet principal du truc et ça foire à un moment, quoi. Enfin, et c'est ça qui est intéressant. Oui. Et puis il tombe amoureux finalement, et bien sûr. Oui, non. De la meuf. On en parle un peu plus maintenant, quoi. Des sujets, des séries, des films, où tu sens que ça ouais, où il y a des dans la littérature. Comme ça, même dans les séries pour les jeunes, là, il y en a une qui est une série espagnole là, qui est sortie il n'y a pas longtemps, où il y a un couple, il y a un trouble. Élite. Après, c'est vrai que dans un couple... Des fois, ça peut être le bordel, quand il y a des conflits. Bon, c'est vrai que plus il y a de personnes dans une relation amoureuse, plus c'est le gros bazar. Parce que les conflits, quand c'est entre 3 personnes, il y a beaucoup plus... Il y a les conflits qu'on a tous les 3, il y a les conflits que... Je vais te mettre à 2 contre 1, machin, ça doit être... Ouais. Donc, c'est sûr que ça ne doit pas être très simple, mais il faut voir ce qu'on y gagne, en fait. Il y en a qui gagnent peut-être plus que ce qu'ils y perdraient en énergie. Bon. Moi, je voulais revenir sur... Donc, du coup, on est pendant ce confinement. Il y a cette amie dont tu es un peu tombée amoureuse qui se met en couple. Et toi, t'es avec ton mari. Alors, c'est délicieux de se consoler d'un chagrin d'amour dans les bras de son mari. C'est quand même assez sympathique, quand même. Hein. C'est pas le pire des chagrins d'amour. Hein, sachant que lui, il se rend compte de rien à ce moment-là, dans cette... Enfin, tu te mets à écouter du Cabrel, machin... non, mais de toute façon, pour moi, c'était une catastrophe, le confinement. Parce que moi, j'aime beaucoup sortir, rencontrer, voilà. Donc là, on m'a obligée à rester entre 4 murs. C'était un cauchemar. Donc, il a dû croire que c'était le cauchemar du confinement. Donc, de toute façon, c'est le même cauchemar. Hein. C'est me priver de rencontrer de voir les gens que j'aime. Voilà, c'est juste qu'il n'avait pas en tête à quel point j'aimais certaines personnes à l'extérieur. Et mais bon, comme je suis aussi... je suis un peu une connasse aussi par ailleurs. J'ai continué de tenter cet ami amoureux parce que bon... Donc j'ai continué à envoyer les chansons de Cabrel. Exactement. Et puis en fait, je me suis rendu compte que j'étais hyper douée pour faire des selfies sexy. Moi, je me suis dit... Chacun s'est découvert un petit talent artistique pendant le confinement. Hein, ah oui. Non, mais moi, j'ai beaucoup développé ça, parce qu'en plus, j'ai fait aussi des photos de charme politique, où je faisais des slogans politiques écrits sur mon corps, et puis voilà, avec cette idée que l'homme ou la femme, dans une perspective hétérosexuelle, enfin, justement, plurisexuelle, est séduit par l'image, peut-être qu'il va être séduit par les mots avec. Bon, donc voilà, donc j'ai développé pas mal de petites choses. Et puis j'ai quand même lu des choses aussi, j'en ai profité aussi pour me documenter sur la sexualité en général, et j'ai découvert un truc incroyable, parce que comme avec mon amant, j'avais découvert
que mes orgasmes étaient beaucoup plus complexes que ce que je ne pensais, parce qu'en fait, avec les doigts, on peut quand même explorer plus finement qu'avec un sexe d'homme. Et du coup, j'ai quand même lu pas mal de choses pour essayer de comprendre ce qui se passait dans mon corps. Et aussi dans l'objectif de peut-être réussir à me produire moi-même les effets merveilleux que savait faire mon amant. Et en fait, je me suis découvert une zone érogène que je ne connaissais pas, une zone orgasmique même. En fait, moi, je connaissais l'orgasme externe clitoridien, je connaissais l'orgasme interne clitoridien qui correspond au point G. Et en fait, je fais partie de... C'est pas toutes les femmes qui ont ce point orgasmique-là, mais je fais partie des femmes qui ont des zones à l'avant et à l'arrière de l'utérus, du col de l'utérus, qui sont très, très, très réactives. Et donc, j'ai on appelle ça des orgasmes du deep spot, par exemple. Voilà, donc ça, c'est quand même le pied total. Alors, il paraît que c'est que 2% des femmes. Waouh. Après, moi, je ne sais pas si c'est qu'il y a que 2% des femmes qui... sont sensibles à ça, mais que si ça se trouve, si on se sensibilisait plus, voilà. Ce qui est à peu près sûr, par contre, c'est que dans les cas d'endométriose, là, par contre, l'utérus est trop malade pour pouvoir réagir de cette manière-là. Bon, mais ça encore, reste à explorer, parce qu'on explore très très peu ce genre de choses, C'est quand même dommage. Bon, moi j'explore déjà, beaucoup. on est trop peu à savoir à quoi ça ressemble, donc tu vois. Oui. Pour aller dire va toucher le fond, bon. Oui. Cette manière de dire. Oui, ça se dit bien dans ça, mais bon. Mais je trouvais que c'était très clair. Avec le point G. Mais qui sait où c'est exactement, quoi. Alors on a appelle plus beau ça le le point G savoir. d'ailleurs, on appelle ça la zone G maintenant, parce que c'est un carrefour fibro-tendineux, voilà. Si, il y a quand même maintenant de plus en plus de littérature qui le décrivent bien. Ouais, on arrive à... j'allais dire géolocaliser. Oui, tactilement on sait que c'est à 5 cm quand on s'en serre le doigt, c'est cette zone un petit peu plus rugueuse, mais oui, il y a plein de femmes qui ne le savent pas, bien sûr. Non mais déjà, il y a plein de femmes qui ne savent pas effectivement à quoi ressemble leur clitoris. Moi je pose souvent cette question-là à des copines, ah oui, je sais. Ah ouais, d'accord, alors quelle taille ton clitoris? Oh, je sais pas, alors elles me montrent avec leurs doigts une distance qui est très... Je dis, eh ben non, 12 cm en moyenne, hein. Voilà, c'est ça. Moi, pour mon anniversaire, mes copines vont m'offrir un collier qui représente un clitoris, voilà. Oh. Et ça existe, et je trouve ça assez génial. Voilà. Bon, je me demande si je vais le mettre au travail, mais bon, ça ouvrira C'est bien. Oui, bon, je travaille avec des enfants, ça finira en prison. Mais bon, je vais essayer de trouver un truc, le cacher derrière. Enfin, je pense, là. Et alors, donc revenons à... Donc, tu es pendant le confinement... Oui, et surtout, je découvre plein de choses sur les orgasmes différents que peuvent ressentir les femmes et aussi les hommes, parce que j'ai découvert les orgasmes prostatiques. Alors bon, moi, je n'ai pas de prostate, mais j'ai découvert plein de choses sur cette zone corporelle chez les hommes, que les hommes ne connaissent en général que à cause du cancer de la prostate, alors qu'en fait, non, c'est quand même... je pense que ça devrait être leur organe préféré, parce que les orgasmes qu'ils peuvent éprouver à condition d'avoir sensibilisé cette zone-là dans leur corps, ils sont, à mon sens, comparables à ce que moi j'ai comme orgasme utérin. C'est-à-dire un feu d'artifice merveilleux, et que quand on a connu ça, on se dit bon, je peux crever juste après, c'est bon, je peux... Moi, si un jour j'ai une maladie grave, écoutez bien, enregistrez, si un jour j'ai une maladie grave et que je dois aller en soins palliatifs, pas de morphine, non. Je vous expliquerai comment le stimuler. Vous me donnez un orgasme utérin, après un bon coup sur la tête, et puis c'est fini, moi c'est comme ça que je me crevais. C'est comme ça que tu veux partir. Ah oui. Voilà, donc je lis des trucs sur l'orgasme prostatique. Je trouve ça génial, donc j'en parle à mon mari, je lui dis non mais attends, tu te rends pas compte, là tu peux avoir des orgasmes mais d'une force, mais il faut absolument que je te mette un doigt dans le cul pour te faire sentir ça. Bon, donc là il a dit attends, je suis pas sûre, donc on en revient à moi ce que j'aime c'est les coïts. Oui mais quand même là, tu te rends pas compte, lis les mecs là ce qu'ils racontent, mais c'est génial. Tu vois dans les meilleures fois où tu me fais hurler, tu pourrais avoir la même chose, et en plus l'orgasme éjaculatoire que les hommes connaissent bien, une fois qu'ils l'ont, bon, s'ils sont jeunes et sportifs, ils peuvent en avoir un deuxième, 3 quarts d'heure, 1 heure après. Mais bon, voilà, c'est quand même limité à côté de ce que nous, on peut vivre. Mais là, avec les orgasmes prostatiques, ils peuvent les enchaîner, les uns à la suite des autres, et ça monte, et il y en a même qui ont réussi à obtenir ce qu'ils appellent des orgasmes spirituels et énergétiques. C'est bien de le dire, c'est très vendeur pour tous les mecs qui vont écouter, ils vont dire je veux essayer. Ah mais exactement, alors à cela, il faut chercher sur internet un site qui s'appelle Nouveau Plaisir, et avec ce que vous trouverez, le traité d'Aénéros,
qui est en fait une petite bible écrite par un mec génial qui fait ça en plus de manière tout à fait bénévole. Enfin, il gagne pas du tout d'argent là-dessus. Et voilà, ça vous explique quel matériel se procurer, parce que c'est un plaisir qui par contre s'explore seul. C'est-à-dire que c'est pas la femme qui va pouvoir aider son compagnon à avoir des orgasmes prostatiques. C'est tout un travail de... il faut faire de la relaxation, de la respiration pour être dans un état d'accueil de la sensation plutôt que d'être dans la recherche, alors qu'en plus la sexualité masculine, elle est plutôt orientée vers ça. Enfin, c'est l'homme qui va, qui prend, voilà. Là, il faut qu'il soit dans un plaisir réceptif. Donc il y a des gens qui disent que c'est un plaisir un peu plus féminin, donc ça oblige aussi à se dire oui, j'ai peut-être une part féminine. Bon, ça c'est discutable, hein, parce que bon, être dans l'accueil et la réception, bon bah oui, on comprend bien comment physiologiquement c'est que ça pourrait être quelque chose de féminin, mais en fait bon, on peut aussi se dire que non, c'est l'humain en fait, homme et femme en effet, pour recevoir du plaisir dans la réception. Donc c'est un peu une déconstruction à faire là, c'est aussi voilà, un travail corporel à faire sur soi, de prendre le temps. Et bon, concrètement, c'est... ils ont fabriqué des sextoys qui sont parfaits pour ça, pour stimuler la prostate, et pas par des vibrations, pas par un mouvement volontaire non plus, enfin par des mouvements en fait du canal rectal qui voilà, au début on fait des contractions volontaires, après il y a des mouvements automatiques qui se mettent en place et qui fait que le corps se masse lui-même. Enfin, c'est magnifique, enfin, en général. Et donc par ce genre de travail là, cette zone du corps qui est chez la plupart des hommes très très peu sensible à la base, parce que leur plaisir, leur système sensoriel est orienté pour avoir sensibilisé leur pénis et pas leur prostate. Ils sont obligés de reconstruire que le plaisir peut venir d'une autre zone corporelle. Donc c'est vraiment un travail neurologique en fait à faire, hein. Il y a une plasticité cérébrale qui doit se remettre en place. Et une fois que cette zone corporelle elle est suffisamment sensible pour pouvoir donner du plaisir et après pouvoir donner des orgasmes, bah là à ce moment-là la femme elle peut intervenir et après on peut utiliser plein d'autres choses pour stimuler cette zone. Vous voulez que je les cite, les autres choses? Bon, il y a les autres objets, puis il y a d'autres parties du corps, voilà. La femme ou l'homme, d'ailleurs. Exactement. Oui. Alors, les hommes homosexuels qui pratiquent la sodomie, souvent, se sont sensibilisés la prostate sans s'en rendre compte. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes homosexuels qui sont très heureux au lit, parce qu'eux ont découvert justement plusieurs zones orgasmiques. J'ai rencontré plein d'hommes qui étaient... dans mes recherches internet, du coup j'ai trouvé des forums, j'ai trouvé des liens Discord, et donc j'ai trouvé des communautés en fait de personnes qui explorent la sexualité. Et donc j'ai rencontré comme ça des hommes qui racontent leur parcours vers les orgasmes prostatiques. Et donc moi, pour me documenter sur ce grand mystère qu'est de la sexualité masculine, qui est le plaisir prostatique, j'ai posé plein de questions. Du coup, il y a des gens qui sont venus me parler en privé, alors que c'est pas un espace fait pour, mais bon, moi je me faisais très suer pendant le confinement, donc moi j'étais contente d'avoir des nouveaux amis. Et c'est comme ça que j'ai rencontré 2 personnes. Virtuellement, du coup. Hein, bon. C'est-à-dire que quand on se fait suer pendant le confinement, le sexe virtuel, c'est une bonne idée aussi. Hein. Enfin, c'est quand même très sympa. J'ai passé de très bonnes soirées. Hein. J'attendais que mes enfants et mon mari soient couchés. On se donnait rendez-vous à minuit. Oui, j'ai pas beaucoup dormi, moi, par contre. C'est pas reposé, quoi. Non, mais je sortais pas. Donc je n'ai pas fatiguée. J'ai beaucoup d'énergie, moi. Donc bon, moi, à 2h du mat', j'étais au taquet. Hein, donc oui. Écoute, si tu veux, on se retrouve ce soir à 1h30. Quoi, 1h30? Oui, hein, si tu veux ça. Bon, d'accord, ok, 1h30. Bon. Et donc, j'ai rencontré des gens comme ça. Et puis, à la fin du confinement, ça s'est concrétisé avec 2 de ces personnes-là. À ce moment-là, c'est que des hommes? Alors oui, c'est le gros problème, c'est que les femmes ne veulent pas jouer avec moi. Voilà. Non, mais en fait, comme c'est un Discord qui est beaucoup lié au plaisir prostatique, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Il y a aussi une autre explication pour moi, c'est que je pense que... des femmes qui assument, je sais pas si, des femmes qui assument leur gros désir sexuel, leur hypersexualité, on pourrait revenir sur ce mot-là, mais je pense qu'il y en a beaucoup moins que d'hommes qui assument le fait d'être très sexuels. Donc il y a beaucoup de femmes qui vont pas aller chercher des communautés d'exploration sexuelle, alors que les hommes vont plus. Mais toi, tu sais que t'es attirée par les femmes aussi? Mais j'ai l'impression que t'as dit ça tout à l'heure, mais peut-être que je dis n'importe quoi. Oui, non, en fait, quand on a une grande curiosité corporelle, d'accord, c'est à ce niveau-là. Oui. Alors concrètement, je n'ai jamais couché avec une femme. D'accord. Hein. J'aimerais bien. Mais... Ceci est un appel.
Eulalie. Arrobase. Eulalie du 92. Non, mais à jour, elle vient. Mais c'est-à-dire qu'en fait, quand t'es une femme, il suffit de montrer que t'es ouverte. Et tous les hommes, ils arrivent. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui m'arrive. Hein. Enfin, ils arrivent, ils sont attirés. Bon. Mais les femmes homosexuelles ou bisexuelles, je sais pas, elles viennent pas. Donc, soit, en fait, je suis vraiment hétérosexuelle, je m'en rends pas compte. Je crois que ça pourrait matcher avec des femmes, mais en fait, non. Et c'est pour ça qu'elles viennent pas. Mais t'es pas sur les bons forums, je pense. Oui, Il doit y aussi. avoir des trucs plus... Ah oui, alors moi je suis par contre une grosse bille en informatique et voilà, ça c'est mon gros handicap. Bon, donc j'exploite à fond dès que je comprends comment un truc fonctionne. Donc ce Discord-là, j'ai compris comment ça fonctionnait. Oui, peut-être qu'il y a d'autres moyens, il faut que je compte sur la jeune génération pour expliquer des trucs, mais... Bah, Tinder, Grindr, ces trucs comme ça, là. Oui, mais alors c'est pareil. Bumble. Ouais, non mais déjà que j'ai plein de photos de bites sur mon portable, que je suis... que c'est pas facile. Je me suis dit vraiment, mais et ton mec se rend compte de rien, c'est un truc de fou. Ah bah c'est-à-dire que maintenant, plus personne ne touche à mon portable. Ils se doutent pas, ils se demandent pas pourquoi tu l'as mis dans un coffre depuis. Ah non, les enfants non. Alors déjà, je pense que les enfants ne doivent pas toucher au téléphone de leurs parents parce qu'ils se pourrissent le cerveau à trop utiliser le téléphone de leurs parents. Donc déjà, à la base, je limitais, ils sont jeunes encore. Hein. Mais alors là, maintenant, c'est mort, hein, ils y touchent pas. Hein, parce que si jamais j'ai un truc qui sort... voilà. Mais mon mari voit bien que je passe beaucoup de temps... Alors, oui, mais c'est vrai que j'en ai pas reparlé. Parce que après, j'ai voulu rencontrer ces hommes-là en vrai, j'étais quand même un petit peu mal à l'aise de me dire bon, bah, il faut quand même que j'en reparle à mon mari parce que faut que je m'assure qu'il est toujours OK avec cette idée-là. Entre-temps, j'ai découvert le terme de libertinage. En fait, ce groupe-là, Discord, il est aussi monté par un libertin. Et sur le site Nouveau Plaisir, voilà, il y a des articles qui expliquent ce que c'est que le libertinage. Le libertinage est souvent mal utilisé. Par exemple, au Cap d'Agde, où il y a 30% là, de gens qui sont infectés par le Covid, c'est pas du libertinage, ça, c'est de la boucherie, c'est de la curtardise, en général, c'est du bésodrome. Enfin bon, ça peut être très sympa, hein, je ne juge aucune pratique sexuelle. Hein. Mais le libertinage, c'est plus que ça, normalement. C'est une philosophie ouverte vers la sexualité ludique, respectueuse. Ça a comme point d'ancrage le consentement. Je suis pas tout à fait sûre au Cap d'Agde que le consentement soit toujours hyper OK, alors que normalement, dans le vrai libertinage, le consentement, c'est la règle sacrée. C'est-à-dire que tout est possible en termes de sexualité, du moment qu'on est d'accord, du moment que tout le monde est d'accord. Ça devrait être la règle du sexe même, j'ai envie de dire. Oui, non mais je pense que le libertinage, d'une manière générale, devrait être là. Bon, Elle va d'ailleurs imposer maintenant, avec son programme politique de nude. Ah, la vie serait tellement belle, votez Eulalie. Voilà, donc j'ai découvert ce terme de libertinage, et effectivement, donc dans cette philosophie-là, qui est aussi une philosophie de remise en question de la société et de la place de la femme dans la société, enfin je veux dire, ça remet un petit peu tout en question, enfin ce qu'on se disait tout à l'heure, de est-ce que c'est le couple qui doit être le socle d'un foyer, enfin tout ça c'est un peu reposé comme question. J'ai rencontré sur Discord aussi des couples, c'est-à-dire qu'il y en a qui postaient des messages en couple, donc oui, il y a quand même quelques femmes, souvent des femmes plus âgées que moi, et j'ai vu des trajectoires de couples magnifiques, avec des couples où il y a eu pareil, cet essoufflement un petit peu comme moi je l'ai vécu, mais plus long, et ils ont retrouvé un deuxième souffle en invitant des gens chez eux, en faisant du côte-à-côtisme, en faisant du mélangisme, de l'échangisme. Du côte-à-côtisme. Oui, côte-à-côtisme, c'est quand tu es en couple et que tu invites un autre couple pour qu'il fasse l'amour à côté de toi, voilà. Ouais, c'est une manière Partager d'éprouver du sans plaisir. vraiment partager, quoi. Voilà, c'est une manière d'éprouver du plaisir à plusieurs. Il y a le plaisir visuel, on apprend des trucs aussi, hein, mais on se mélange pas corporellement avec le mélangisme. Ça doit être un. Ah oui, le mélangisme, c'est quand tu veux bien mélanger toutes tes pratiques en dehors du coït. Donc, voilà, donc les fellations, les cunis, les caresses, machin, on y va. Mais alors, par contre, voilà, quand on met zizi dans Vouvoune, là, par contre, c'est chacun chez soi. Voilà, bon, c'est un concept. Et puis, donc ça, c'est le mélangisme. Et l'échangisme, voilà, c'est tout le monde fait ce qu'il veut avec tout le monde. Je crois que c'est ça. Bon, en fait, peu importe, tout ça, c'est des étiquettes, on s'en fout. Mais voilà, il y a quand même plein de trajectoires et d'idées merveilleuses qu'ont les gens, hein, en fait, dans la sexualité. Hein. J'ai découvert aussi le BDSM, qui pour moi, c'était un truc vraiment de gros dégueulasse, où les gens se faisaient du mal, vraiment, c'est des gros tarés. Ça, c'était avant d'essayer. Donc, ça, je suis une grosse dégueulasse et une tarée, c'est possible aussi. Hein. Mais ça, c'est que non, même tout habillé de latex attaché et fouetté avec une cravache, on peut trouver de la beauté et de la sensualité. Ça, c'est avec tes amants ?
Ou non, mais ça c'est un peu une blague, hein, parce que j'ai pas fait ça. Mais oui, j'ai fait des jeux d'inspiration BDSM avec un de mes deux amants, parce que c'est son grand kiff. Mais alors lui, il est aussi particulier. En fait, BDSM, donc c'est bondage, ça veut dire s'attacher. D pour domination, S pour soit soumission, soit sadisme, et M pour masochisme. Donc moi, le masochisme, le côté avoir mal ou le côté humiliation sévère, ça ne m'intéresse pas. Le côté scato aussi qu'on peut avoir pipi caca, ça ne m'intéresse pas non plus. Mais par contre, c'est vrai que je trouve l'idée de se faire attacher, dominer assez intéressante sexuellement. Chacun fait ce qu'il veut. Et j'ai rencontré quelqu'un, donc un de ces deux amants-là. Lui, il arrive à le faire d'une manière tout à fait originale. Lui, il le transforme en soumission par le désir, par la récompense. Alors lui, c'est drôle, lui, il est soumis par une autre femme. D'accord. Voilà. Et moi, je suis son... Alors notre petit délire, c'est que je suis son élève. Il est mon maître. Donc il doit m'apprendre des choses. D'accord. Toi, le contraire ne t'intéresse pas encore ? Ou encore, ça se trouve, ça t'intéressera jamais, d'ailleurs, on s'en fout, mais... C'est une proposition. Ça t'intéresse pas ? Non, mais si, je pense qu'un jour, ça les viendra. Après, je suis aussi une personnalité un peu autoritaire, je prends souvent le leadership dans les groupes. Donc, c'est vrai que c'est ça aussi qui est intéressant dans la soumission, c'est qu'il y a un côté, on se met au repos, quoi. Et là, du coup... Alors, c'est ça que je trouve génial dans la domination. C'est qu'on pourrait avoir tendance que le dominant de l'histoire, il va imposer son désir à l'autre. Mais en réalité, c'est le contraire qui se passe. Dans le vrai BDSM, dans ce qui est beau dans le BDSM, je trouve, c'est qu'en fait, la personne dominante, elle va prendre sous son aile la personne qu'elle soumet. Le vrai BDSM, il y a vraiment cette idée de consentement et donc il y a un peu une sorte de listing qui se fait de manière plus ou moins contractuelle. Il y en a même qui écrivent par écrit ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent, leurs limites, pour jouer avec les limites en fait, pas pour les dépasser frontalement, mais pour jouer avec cette limite-là. Et donc c'est le dominant, il va faire à la personne qui est soumise ce que le soumis aime, mais n'assume pas complètement, quoi. Oui, alors, mon maître, par exemple, est fétichiste de tout ce qui est liquide corporel. Donc, il adore, mais il adore la salive. Bon, évidemment, la mouille, c'est son grand plaisir. Bon, son sperme aussi, il est hyper fan. Donc, on fait des trucs incroyables avec le sperme que je pensais même pas que c'était capable de faire. Des crêpes. Des crêpes de sperme. Une anecdote. T'as une anecdote en plus ? C'est pas moi, c'est une amie. Ouais, c'est j'adore. toujours une amie, ouais. Franchement, je dis quand c'est moi. Mais non, c'est une amie qui a essayé de faire des crêpes avec le sperme de son mec, qui l'a fait jouer dans une poêle pour essayer de faire des crêpes. Moi, je trouve ça drôle. Maître, la prochaine fois qu'on se voit, est-ce que vous pourrez rajouter une poêle à crème dans votre valise, s'il vous plaît ? S'il reste un petit peu de place entre les godemiches. Est-ce que tu le vois ? Oui, bah oui, je suis son élève. Non, mais la crêpe... Mais ça fonctionne pas, si jamais vous posez la question. À la place du lait ? À la place de la... de tout. Ah oui, une crêpe toute seule, juste du sperme. Cuire du sperme. Ah oui, du sperme frit. On en était à mon mari. Moi, je veux savoir ce que ton mari a dit, où vous en êtes avec ton mari. Moi, je prie pour que jamais mon mari ne soit sur ce podcast. Oui, non, oui. Bah oui, parce que donc... C'est sûr. C'est plus embêtant, ouais. Bah, il y aura bien un jour, je pense. C'est bon. Donc oui, avant de faire plein de saloperies dans les hôtels, je me suis dit, bon, quand même, ce serait bien de vérifier que mon mari est quand même toujours ok. Bon, je croise les doigts, mais à fond max, parce que s'il me dit que c'est pas possible, là, ça va être le bout de ma vie. Et donc, j'ai pris mon courage à deux mains, parce que j'avais lu justement tous ces écrits de libertinage, on était là, oui, à se dire que le libertinage, donc c'est la transparence. Si on est dans le consentement, il faut que tout le monde soit consentant. Et donc, y compris, là, je suis mariée, donc on s'est promis fidélité. Il faut que je reste fidèle. Alors, la fidélité, c'est quoi ? Moi, je dis toujours... Quand on a une carte de fidélité chez Biocop, ça veut pas dire qu'on ne va que à Biocop. Ça veut juste dire qu'on compte revenir à Biocop. Voilà, donc la fidélité selon Eulalie, c'est ça. Que j'adore. Biophilie à côté, je suis en sueur. Mais en fait, j'aime toujours mon mari et je reste loyale, c'est-à-dire que je vais toujours revenir. Je fais attention que mes pratiques ne me détournent pas de lui. C'est pas toujours très simple, parce que y a des fois, on pense beaucoup à un autre, et qu'on se dit, oui, mais là, quand même, on est en vacances ensemble, donc ça serait bien de un petit peu penser à ce qu'on est en train de faire. Donc c'est pas toujours très simple, mais voilà, c'est aussi un travail. Globalement, je trouve que ça m'épanouit plus que ça ne me dérange, donc je continue. Mais voilà, Est-il au courant ? Alors, donc du coup, j'ai pris mon courage à deux mains, et puis je lui en ai reparlé.
Je lui ai dit, bon, écoute, mon amour, tu te souviens, il y a 2 ans, tu sais, un jour, on s'était dit que si l'un de nous était malheureux, il pouvait toujours aller voir ailleurs, parce que ce qui le rend heureux rend l'ensemble du foyer heureux. Tu te rappelles qu'on a dit ça ? Bah oui, je me rappelle. Oui, on est toujours ok. Parce que du coup, là, on rompt le contrat. Si je lui dis frontalement, non, parce que moi j'ai très clairement envie d'aller faire des trucs à gauche à droite, ça veut dire que je ne respecte pas la fin du contrat, qu'il ne doit rien savoir. Donc, c'est pour ça que c'était compliqué, mais je l'ai fait quand même. Et je lui ai dit, bon, non, parce que comme ça, je m'interroge, bon, ça va. C'est là que j'ai compris que lui, il était resté sur, ah non, mais c'est que pour moi. Non, mon amour. Non, tu sais, l'égalité homme-femme, si c'est possible pour toi, il n'y a pas de raison que ce soit pas pour moi. Donc, bon, est-ce qu'on est toujours d'accord sur ça ? J'ai dû glisser rapidement, et puis me débrouiller pour que ce soit un moment où il y avait genre les invités qui arrivaient après, pour qu'on reste pas non plus 1000 ans sur la conversation, parce que je sentais qu'il me fallait un échappatoire. Il m'a reconfirmé ça vite fait, oui, bon, ok, bon. Ça m'a permis de commencer à faire des trucs, à en voir 1 ou 2. 1 ou 2 fois. Et après j'ai aussi rencontré un truc qui n'a rien à voir par une autre amie qui un jour m'a invitée à sa crémaillère. Et en fait, elle a des amis. Je ne sais même pas si elle le savait elle-même, mais en fait, c'est des enfants de libertins. Et le hasard de la conversation nous a amenés là-dessus. Et je me suis dit, mais oui, en fait, il y a toute une génération... donc moi, j'ai plus de 30 ans, mais en fait, il y a toute une génération qui a 20 ans, là, qui est en fait beaucoup plus ouverte que ma génération. Et ça m'a donné beaucoup d'espoir en me disant, mais oui, en fait, je suis pas monstrueuse parce que j'ai envie d'aimer d'autres hommes, en fait, parce que c'est beau. Bon, je sais pas si le bondage, c'est très beau, mais si, ça peut être très beau. On a fait des très belles photos. Mais enfin, aimer et se faire du bien, en fait, c'est beau. Donc, il faut que j'assume ça. Et il faut que j'arrive à porter cette parole-là, y compris avec mon mari. Donc, un matin, alors j'avais très peu dormi cette nuit-là, mais un matin, voilà, poussée par cette énergie de me dire, mais oui, ils ont raison, les jeunes. Après tout, je suis jeune aussi. Aimons-nous et disons-nous-le. Donc, j'ai eu le courage de dire, bon, écoute, mon amour, faut que je te dise, écoute, j'ai vraiment envie de libertiner, ce qu'on appelle libertiner, ça veut dire que j'ai envie de rencontrer d'autres personnes, de parler de sexualité avec d'autres personnes, d'entrer dans leur intimité, j'ai envie de découvrir mon corps, et ça passe par découvrir le corps d'autres personnes, des hommes, des femmes. Voilà, j'ai vraiment envie de ça, mais pour que je puisse le faire librement, il faut que tu sois au courant et il faut que tu me dises que t'es quand même d'accord. J'ai eu l'impression de risquer mon couple, parce que en disant, en fait, soit en entendant ça, soit il me disait oui, et dans ce cas-là, c'était le bonheur absolu. Soit il me disait non, et dans ce cas-là, soit, du coup, je le trahissais en le faisant quand même, soit je me réprimais, et dans ce cas-là, j'allais un petit peu le détester, et je pense que ça aurait fait du mal à notre couple. Et il a été merveilleux, mais vraiment, j'ai raison de l'aimer parce que c'est un homme formidable. Il m'a dit, mais attends, mais je te connais en fait, ça fait plus de 15 ans qu'on est ensemble, donc je sais que tu es énergétique, je sais que tu as sans doute ces besoins-là et je les accepte. Et je me suis dit, putain, ça fait plus de 15 ans que j'aurais pu faire ça. Ça fait plus de 15 ans qu'il y aurait été d'accord. Moi, j'étais pas prête. Et donc là, j'ai ouvert des grands yeux, plein d'amour. J'ai dit, mais c'est vrai, mais t'as bien compris ce que ça implique. T'es vraiment sûre de toi, mon amour ? Il me dit, mais oui, je t'aime. Bon, par contre, je tiens pas à le savoir. D'accord. C'est pas quelque chose qui t'intéresse avec lui ? De libertiner avec lui ? Ah, mais oui, parce que j'ai pas... Mais je vous ai dit que lui, ce qui l'intéressait, c'était le coït. Oui. Bon, et puis, faut être honnête, c'est les coïts avec moi. Il est satisfait, l'homme. Il n'a pas besoin de plus. Bon. Non, mais il est peu curieux, mais pas que en sexualité, de plein de domaines. Enfin, voilà, c'est poussif pour qu'il s'intéresse à un organe comme la prostate, qui est quand même le top du top. Enfin, non, mais je lui ai dit un jour, moi j'adorerais qu'un jour ils me disent non, mais en fait, je veux aller dans des clubs, je veux découvrir d'autres personnes, je veux qu'on fasse des trucs. Moi j'adorerais.
parce que ça voudrait dire que lui aussi, il s'ouvre dans ses perspectives sexuelles. Toi, t'es dans l'exploration, quoi. Voilà. Donc Moi, c'est vraiment ça, l'idée. J'ai une grande curiosité pour plein de pratiques qui se font. Bon, là, je suis un petit peu en train de faire j'essaye tout. Hein. Il y a plein de trucs de malade qu'on peut essayer. Hein. Le tantrisme, l'hypnose érotique. Enfin, j'ai découvert des trucs incroyables. Hein. Bon. Le plaisir prostatique, c'est aussi une ouverture vers plein de pratiques qu'on peut faire très sympathiques avec les hommes, qui réveillent notre masculinité, j'adore. Donc je découvre plein de trucs, mais maintenant il va falloir que j'approfondisse un petit peu, c'est-à-dire que ça va, après, je vois bien que ceux qui bossent dans le tantrisme, il y a une énergie, l'énergie tantrique, il y en a, ils ont des trucs, ils ont du plaisir de malade, donc avec... Oui, je ne vous ai pas parlé de ces deux amants-là, mais donc avec mon maître, à un moment, il me dit si vous voulez, on peut essayer un peu de tantrisme. Alors on se met. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est justement le tantrisme Oui. Rapidement, juste rapidement. Mais non, mais en fait, je sais pas trop. En fait, je n'ai pas assez bossé le truc. J'ai juste vécu des choses. C'est énergétique, quoi. Oui, c'est le principe, c'est lié au chakra, en fait. C'est donc ça, c'est que ça, c'est pas forcément que la sexualité, je crois. Non. C'est la respiration. Oui, c'est un travail de faire circuler les énergies à l'intérieur du corps. Donc, j'ai dit que j'avais rencontré 2 personnes. En fait, il y a un de mes amants, c'est parce qu'en fait, il faisait des massages tantriques. C'est de la curiosité qui est bon, mais si tu veux, je peux t'en faire un. Oh, mais d'accord, ok, t'aimes tout. Bon. Et puis. Et l'autre, mon maître, lui aussi il pratique ça. Et donc à un moment, on s'est juste mis assis en face l'un de l'autre. Donc nos sexes se touchaient même pas. Il m'a expliqué comment respirer en coordonnant le mouvement de ma respiration avec les mouvements de ma bouche et le mouvement de mon périnée. Et de visualiser une boucle d'énergie qui partirait de mon sexe et qui sortirait de mon cœur et qui rentrerait par son cœur et qui repasserait jusqu'à son sexe et qui reviendrait dans le mien. Enfin, une boucle comme ça. Et donc, moi, je suis... Covid. Je suis très ouverte pour explorer. Si le podcast est écouté dans 15 ans, oui, à l'époque, il y avait le Covid. Mais, si on est mort d'ici là, sachez qu'il est là, le cluster. Ça a recommencé ici. Et donc on respire comme ça tous les deux. Moi, je suis d'accord pour tout explorer. Donc, je dis, ouais, ok, d'accord, ça marche. Et moi, j'ai pas sorti grand-chose, hein, moi, mais parce que c'est le début de la pratique. Bon, c'était pas désagréable de respirer dans les bras d'un homme, hein, donc en plus, on avait fait plein de trucs très agréables avant, donc j'étais plutôt bien. Mais lui, ça l'a mis dans un état, c'est-à-dire que j'ai senti son énergie à lui qui, à un moment, se mettait en boucle. Et donc, sans que nos sexes se touchent, sans que je touche aucune de ces zones érogènes, mais je l'ai vu dans un état de bonheur et d'extase. Et je me suis dit, waouh, ça a l'air cool. Mais faut vraiment bosser ce truc-là. Voilà. Tout ce qui a exploré, c'est dingue. Mais oui. Bah oui, c'est ça. En fait, il y a une ouverture. Et en fait, c'est pour ça que c'est une bonne idée, le libertinage ou le polyamour ou la non-exclusivité. C'est que en fait, c'est beaucoup plus simple de l'explorer avec. Quand on peut jouer avec différentes personnes qui vont nous apporter d'autres énergies, d'autres formes de vibrations. Mais je pense qu'on va prendre ça comme mot de la fin. Ça fait 1 heure qu'on est là. Aimons-nous. Explorons plein de choses ensemble. Voilà. Dans le respect et le consentement. C'est ça. En tout cas, c'était super intéressant. Merci beaucoup. Post-scriptum, faites plein de trucs avec plein de gens et de toutes les manières que vous voulez, hein, tout est possible, mais pensez à vous protéger. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Instagram Saya Origine pour venir nous soutenir et débattre. Open